montre ses toilettes pour que vous le fassiez. Il peut vous prendre la première fois, la deuxième fois, mais soyez sûr que à la troisième fois, vous aurez des problèmes. Donc, quand vous êtes un gestionnaire de ville, donc, il faut savoir que la ville, c'est un lieu de production. Et qui dit production, parce qu'on ne peut pas produire sans déchets. Donc, la production de déchets dans une ville, on va dire c'est un environnement normal. C'est un événement normal. Donc, quand on produit les déchets, il faut savoir qu'à un moment donné, ces déchets méritent d'être éliminés. Donc, il y a un exutoire, on va le faire. Alors, dans la littérature, de manière globale, on distingue 3 catégories de décharge. On a dit les 3 classes de décharge. La classe 1, la classe 2. Alors, pourquoi est-ce que on fait ces distinguos? Parce que les déchets n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a des déchets qui posent des problèmes beaucoup plus importants. Là qu'on les appelle les déchets dangereux. Comme c'est les déchets dangereux, normalement, les réglementations demandent que ces déchets dangereux-là soient éliminés dans les décharges de classe 1. Donc une décharge de classe 1, c'est une décharge qui est construite pour accueillir les déchets dangereux. Donc ce qui suppose que la conception, l'aménagement et même le choix de suite d'une telle décharge doit être beaucoup plus méticuleux. Ensuite, les décharges de classe 2, ce sont les décharges pour ordures ménagères. C'est ce que nous avons, on doit avoir normalement dans nos villes, dans les décharges de classe 2. Les ordures ménagères, on suppose que ce sont des déchets moins dangereux. Mais ils sont dangereux, mais moins dangereux. Donc ce qui fait que quand on veut faire une décharge de classe 2, effectivement, on doit être rigoureux. On doit s'assurer que le site est conforme pour pouvoir les recevoir également. Enfin, ce qu'on appelle les décharges de classe 3. En réalité, dans notre environnement, les décharges de classe 3, on ne les retrouve pas très vite. Parce que ce sont les sites qui sont aménagés pour recevoir les déchets dits inertes. C'est-à-dire que les déchets, donc, quand on va les stocker, il n'y a pas beaucoup de crainte, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc, chez nous, par exemple, ce type de déchets, on ne le considère même pas comme déchets. Parce que quand vous faites des travaux publics, la terre qu'on évacue, c'est-à-dire que personne ne veut dans sa tête que cette terre-là, c'est un déchet qu'il faut pouvoir gérer. Donc, on va aller là où il y a des remblais, là où il y a des petits fossés, on va verser là-bas sans se poser les questions. Donc, je monte sur le slide. Voilà. Alors, ce qu'on voulait dire, c'est que pour les 3 catégories de décharge, on a une contrainte majeure. Il faudrait que le site qui va l'accueillir soit le moins perméable possible. Donc, pour une décharge de classe 1, le site qui l'accueille doit être imperméable. C'est-à-dire que la norme fixe un coefficient de perméabilité de 10 puissance moins 9 mètres par seconde sur une épaisseur de sol à peu près de 5 mètres, c'est-à-dire en dessous de l'endroit où vous entreposez vos déchets. Donc pour une décharge de classe 2, la norme prévoit que cette perméabilité soit comprise entre 10 puissance 6, moins 6 et moins 9. Donc il faut qu'elle soit au minimum de 10 puissance moins 6 mètres par seconde. Alors je vais faire des commentaires là-dessus pour vous dire que très souvent, c'est difficile d'avoir un sol, c'est-à-dire un espace homogène avec la même perméabilité. C'est très difficile. À moins que ça soit des sites
c'est-à-dire que les anciennes carrières, ainsi de suite. Donc sinon, quand vous avez un site naturel, il est fort probable que si vous avez un périmètre qui est bien par zone, elle ne l'est pas dans une autre zone. Donc ce qui fait que lorsqu'on veut aménager les décharges, très souvent, on va mettre les structures pour pouvoir permettre d'avoir de respecter ce critère, mais en ajoutant d'autres infrastructures pour le faire. Alors, maintenant, comment est-ce que on arrive à choisir les sites qui doivent recevoir la décharge de classe 2? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes dans les villes et nous voulons traiter les déchets ménagers. Alors, les premiers critères, c'est la nature et la quantité de déchets qu'on doit pouvoir traiter. Parce qu'effectivement, lorsqu'on veut aménager une décharge, la première question qu'on va se poser, c'est que la décharge qu'on veut mettre sur pied, on en a pour combien d'années? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, le prix, les investissements qu'on fait pour aménager une décharge, normalement, il faut que une décharge puisse avoir une durée d'exploitation au minimum de 20 ans pour pouvoir, on va dire, amortir les investissements que vous avez faits pour l'aménager. Alors, maintenant, s'il y a une durée d'exploitation de 20 ans, cela suppose que on doit savoir quelle quantité de déchets ma ville génère. D'accord? Quelle quantité de déchets je peux collecter. La ville peut générer, ok. Puisque la ville peut générer X quantité, mais vous avez la capacité de collecter que Y quantité. Ça, c'est des éléments de base. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va utiliser ça maintenant pour définir quelle est la foncière dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelle superficie. Alors, de manière simpliste, je peux seulement vous dire que pour une ville qui a à peu près 100 000 habitants, il faut aller au minimum sur 10 hectares. Donc c'est le minimum comme réserve foncière pour votre décharge. Pour une ville à peu près de 50 000 habitants, vous pouvez aller sur 6 hectares, 6 à 7 hectares. D'accord? Mais plus vous avez l'espace, mieux ça vaut. Parce que quand je dis 10 hectares, cela suppose que le traitement et l'exploitation doivent respecter un certain nombre de règles. Parce que si vous avez même 10 hectares, vous venez de verser, effectivement, ça va se saturer très vite. Alors, deuxième élément, il faut savoir comment la population se comporte, ou bien comment la population évolue sur votre territoire. Parce qu'effectivement, les déchets, c'est la population qui est le plus grand producteur. D'accord? À côté, maintenant, vous avez les activités économiques. Mais, si je dois savoir, par exemple, si j'ai une quantité de déchets qui sont produits aujourd'hui, dans 10 ans, quelle est la quantité de déchets qui va être produite? Puisque je vous ai dit que votre décharge est dimensionnée pour au moins 20 ans. D'accord? Sur 20 ans, ça suppose que, comme les déchets produits peuvent évoluer, il faut maîtriser l'évolution des quantités de déchets sur cette période. Et l'élément important pour le faire, c'est la population. Si vous avez la possibilité d'avoir des données sur l'évolution des activités économiques, il faut également les intégrer. Alors, troisième critère, c'est la capacité de collecte des déchets au niveau de la commune. En principe, ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous voulez concevoir votre décharge,
il faut être très, on va dire, il faut raisonner si on peut tout collecter. D'accord? Parce que ça vous permet de ne pas être surpris si, par exemple, votre capacité de collecte change entre temps. Puisque c'est un investissement sur au moins 20 ans. Vous pouvez avoir une capacité de collecte limitée aujourd'hui, mais 5 ans après, c'est-à-dire que d'autres événements peuvent faire que vous avez acquis des camions et ainsi de suite, et vous avez augmenté votre capacité de collecte. Donc en principe, ce que je propose très souvent, c'est que on va aller sur le fait que la commune collecte à 100% les déchets qui sont sur son territoire. Alors, la durée de vie à la décharge, j'ai déjà parlé, c'est au moins 20 ans. Ensuite, la réserve foncière maintenant, comme je vous ai dit, la réserve foncière doit être assez suffisante pour pouvoir permettre d'avoir une exploitation ou une décharge qui dure sur les 20 années. Alors, quelques orientations pour le calcul de la réserve foncière. En principe, avant la construction d'une décharge, il est nécessaire de réaliser, avec l'aide d'un consultant bien sûr, des études préliminaires. Donc c'est des études préliminaires qui vont vous permettre de savoir quelle est la quantité de déchets que je produis, quelles sont les qualités de déchets qui sont disponibles, et ainsi de suite. Parce qu'il faut bien se dire que pour mettre les déchets en décharge, il y a des techniques d'exploitation qui permettent de pouvoir gagner ou bien ne pas gagner en superficie. Alors, donc, en principe ici, l'autre élément important, c'est que pour les calculs de réserve foncière, là, il faut savoir, c'est-à-dire que les terrains, est-ce que le terrain est accidenté? Est-ce que le terrain est moins accidenté? Est-ce que le terrain n'est pas accidenté? Parce que lorsque vous avez un terrain accidenté, effectivement, il faut savoir que quand vous allez prendre ce qu'on appelle c'est-à-dire que les casiers pour pouvoir faire votre décharge, ça influence beaucoup. Et ensuite, comme la décharge, c'est quand même un lieu, un établissement classé, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres aménagements annexes que vous devez faire sur votre site pour pouvoir travailler. Alors, quels sont les éléments pour aménager votre décharge? Alors, ce que je peux vous dire de manière simpliste, c'est que quand on veut aménager une décharge, nous avons 3 contraintes qu'il faut qu'on regarde. La première contrainte, c'est l'accessibilité. Parce que quand vous voulez faire une décharge, c'est pour que les camions puissent y circuler. Donc, il faut regarder le critère accessibilité. Donc, si c'est en bordure d'une route qui est circulable, c'est tant mieux. Ou bien, si ce n'est pas en bordure de route, il faut regarder la place à un endroit où vous n'avez pas besoin de créer 10 km de route pour y arriver. Parce que sinon, les investissements seulement de cette route-là va vous dépasser. Vous ne pouvez pas faire votre aménagement. L'autre élément aussi important, c'est que il faut savoir que une décharge d'ordures ménagères, ça se gère par casier. Vous avez vu les casiers de bière, non? Tout le monde a vu les casiers de bière. Donc chaque bouteille a sa petite celui dans laquelle on la pose. Donc une décharge d'ordures ménagères, c'est comme ça que ça se gère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux aménager ma décharge,
J'ai les aménagements généraux, puisque une décharge sera comme un milieu de vie, puisque vous avez du personnel qui va travailler là-bas. Donc il faut avoir l'espace, les bureaux pour le travail, il faut avoir tous ces aménagements-là. Mais maintenant, là, il faut entreposer les déchets. Ce sont les casiers. Le casier, c'est quoi? Le casier, c'est un trou. Donc ça veut dire que quand on veut aménager une décharge, on vient, on creuse un trou. D'accord? On creuse un trou. Et ce trou est creusé en fonction d'un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire que un casier, très souvent, est aménagé pour avoir au moins une année d'exploitation. D'accord? Donc quand vous creusez votre trou, vous calculez le volume de manière à ce que ce trou se remplit avec les déchets en au moins un an. D'accord? Donc maintenant, quand ce trou est creusé, ce que le casier est creusé, ce qu'on fait, c'est que il ne faut pas que les camions qui viennent verser les déchets se mettent en haut pour verser dans le trou. Sinon, votre casier ne sera pas exploité de manière optimale. Généralement, c'est qu'on crée une voie d'accès pour entrer dans le trou. Donc les camions qui vont venir déverser les déchets viennent à l'intérieur du casier et déversent leurs déchets. Généralement, vous avez quelqu'un que vous mettez là-bas de manière permanente, de manière à ce que lui sait orienter les camions. Quand les camions vont arriver, il va dire verse ici, parce que derrière, il y a d'autres engins d'exploitation qui vont intervenir. D'accord? Donc, ce qui fait que quand j'ai ma décharge de 10 hectares, les 10 hectares là, je calcule le nombre de casiers que je veux construire sur mes 10 hectares pour les occuper. Ce n'est pas que je construis des casiers sur 10 hectares, non. D'accord? Quand je fais un casier, mais les casiers, généralement pour les ordures ménagères, ce qu'on recommande pour les casiers des ordures ménagères, c'est que ça doit avoir une superficie au moins de 3000 mètres carrés. Au moins. D'accord? Donc ça veut dire que si vous êtes une petite commune, vous pouvez faire des casiers de 3000 mètres carrés de surface. Plus la taille de la commune augmente, on peut aller jusqu'au casier de 5 hectares de surface. C'est-à-dire que les décharges comme celle de Douala, Yaoundé et tout ça, les casiers, c'est à peu près 3 à 5 hectares. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que, une fois que vous avez aménagé le casier, vous le remplissez au fur et à mesure. Et quand le casier est plein, c'est-à-dire qu'on commence à remplir par le fond. D'accord? Et une fois que ce casier est plein, alors on fait un deuxième. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout l'espace soit occupé. C'est en ce moment-là qu'on dit que ma décharge est saturée. Je veux aller chercher un autre endroit. On se comprend, non? Ok. Alors, quelques orientations pour l'aménagement de la décharge. Ici, on donne deux catégories de décharge, c'est-à-dire que les de petite taille, donc moins de 30 000 tonnes par an en termes de capacité, et les décharges, comme on a dit, de moyenne taille, c'est-à-dire que plus de 30 000 tonnes par an. Parce que les très grosses décharges, comme Douala, Yaoundé, qui reçoivent plus de 400 000 tonnes de ce n'est pas cette logique qu'on utilise pour les aménager. D'accord? Ils ont d'autres types de logiques d'aménagement. Alors maintenant, pour les petites décharges, il faut une étude technique, il faut une étude technique, il faut une étude environnementale, parce que ça c'est la réglementation qui le prévoit.
Il faut maintenant, une fois que ces études sont réalisées, il faut pouvoir construire et aménager les casiers, comme je l'ai dit. Donc en principe, ces études-là sont faites par des bureaux d'études spécialisés. Parce que généralement, je ne pense pas que vous, en tant que personnel communal, vous n'aurez pas vraiment toutes les compétences nécessaires pour le faire. Alors pour les décharges de moyenne taille, on recommande une étude complète, c'est-à-dire que APS, APD, d'accord, avec une étude environnementale, sommaire ou détaillée, c'est-à-dire que la loi camerounaise dit que l'étude environnementale détaillée, c'est pour les décharges de plus de 100 000 tonnes par an. Donc si vous avez une décharge entre 30 000 et 100 000 tonnes, c'est une étude que vous devez faire. Ensuite, passez dans la construction, la décharge et l'aménagement des casiers, comme je vous ai dit. Alors, je vais m'attarder un peu sur ce schéma pour que vous compreniez l'aménagement et l'exploitation. Dans le schéma que vous avez au tableau, c'est un casier. D'accord? Donc vous avez un trou qui est là, qu'on a montré en partie. Alors, une fois que vous avez créé ce casier, comment on fait l'exploitation? Donc ça veut dire que quelque part ici derrière, on a la voie d'accès, comme je vous ai dit. Donc maintenant, on va entreposer les déchets par couche. C'est que les déchets ménagers, très souvent, on le met par désordre, comme vous faites là. Donc vous le mettez, vos déchets, par couche, 1 mètre. Donc ça veut dire que si vous avez les camions qui viennent déverser, vous déversez, mais il faut avoir un engin pour pouvoir pousser et compacter. D'accord? Si c'est une petite décharge, même une pelle chargeuse pour le faire. Mais généralement, les pelles chargeuses, je ne recommande pas beaucoup parce que ça glisse. D'accord? Si vous voulez utiliser une pelle chargeuse, mettez la chaîne sur les roues pour que ça puisse tenir sur une décharge. Sinon, ça ne tiendra pas. Ça va glisser. Donc, ce qui fait que, vous voyez sur ce schéma, la couche, là, c'est les déchets. Là, c'est les déchets. On vient maintenant couvrir avec la terre. Ce que vous avez comme le blanc. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je mets ma couche de 1 mètre de déchets, je viens, je couvre avec 20 cm de terre. C'est-à-dire que de terre ferme. D'accord? Ensuite, je commence l'autre couche au-dessus. Donc en fait, cela permet que quoi? C'est ça qui permet à vos camions de pouvoir descendre et circuler sur le casier. Parce que si vous ne le faites pas, le camion déverse ici, déverse là. Après, ça va être fermé, le camion ne peut pas y arriver. D'accord? Pour pouvoir le faire. Donc, une fois que nous avons couvert complètement, une fois qu'on a couvert complètement, normalement, lorsque ça arrive à la fin, c'est-à-dire que lorsque le casier est en train de se remplir jusqu'au bout, on prévoit une couverture finale avec la terre. Généralement, cette couverture finale se fait avec la terre végétale pour permettre que la végétation repousse après. D'accord? Pour faciliter que la végétation se reconstitue. Donc, ça c'est le minimum qu'on puisse faire pour ce genre de décharge. Donc ça c'était un cas par exemple. Donc là c'est le cas par exemple d'une décharge en terrain plat. D'accord? Quand c'est en terrain plat, les casiers sont un peu comme ça. Mais maintenant, si vous êtes en terrain accidenté, l'aménagement de casier va épouser la
terrain. D'accord? Donc ici, vous avez... Pardon. Donc ici, vous avez un casier en terrain accidenté. En ce moment, vous modélisez votre casier en fonction de la forme de votre terrain. D'accord? Il n'y a pas, on ne vous dit pas d'avoir un trou qui est régulier. C'est à vous de voir en fonction du terrain comment vous allez faire. Donc effectivement, vous voyez ici que le camion, il y a une voie d'accès jusqu'au fond. D'accord? Donc ils ont commencé à remplir au fond. Et là, on est dans une couche intermédiaire. Et là, vous avez vu, le camion vient de verser là. Et vous avez un engin qui vient exploiter et qui vient étaler pour pouvoir les compacter. Bon, la figure d'à côté là, c'est une figure d'une décharge. C'est-à-dire que c'est un casier de décharge qu'on a. C'est-à-dire que à la phase de conception. Ça, c'était à Tchang. D'accord? Parce qu'à Tchang, par exemple, le site de la décharge, c'était un site accidenté. Donc, regardez comment on a conçu le casier. Alors, ce qui est important, c'est que, généralement, lorsqu'on veut exploiter une décharge, le profil de fermeture du casier doit être le même que le profil du terrain naturel. D'accord? Donc ici, par exemple, lorsque vous entreposez les déchets, il ne faut pas mettre les déchets comme ça ici. Donc, il faut que le profil du casier, une fois qu'il est fermé, épouse le profil du terrain naturel. Parce que c'est une chose très très importante sur le plan environnemental. C'est-à-dire que quand vous devez mettre en place votre décharge, il ne faut pas que la décharge vienne perturber le paysage. Il ne faut pas que ça vienne perturber la vie des oiseaux et d'autres animaux qui étaient là. Donc, vous devez tout faire pour que la décharge puisse, après aménagement, qu'on puisse garder le profil de votre terrain actuel après. Donc, en terrain accidenté, nous avons deux situations qui sont à considérer. C'est-à-dire que soit c'est la cuvette, c'est-à-dire que c'est le cas ici, nous avons une cuvette dans ce cas, vous voyez vu comment on a aménagé. Soit c'est un terrain en relief, c'est le deuxième cas. Donc, quand on veut aménager en relief, alors l'aménagement du casier tient compte du relief. Donc, on fait avec le profil du relief que nous avons trouvé. Bon, pendant la phase d'exploitation, quel est le personnel, le matériel dont vous avez besoin pour exploiter votre décharge? Donc, pour des petites décharges, c'est-à-dire que pour les décharges de capacité moyenne, 30 000 à 100 000 tonnes par an, c'est-à-dire que c'est la quantité de déchets que ça reçoit. Donc, vous avez besoin de 2 gardiens, de 2 pointeurs, parce que le pointeur, c'est le personnel permanent du site qui oriente les camions. D'accord? Quand le camion arrive, le pointeur l'oriente pour dire que tu entreposes ici. Parce que sinon, si on laisse les camions sans les orienter, un camion peut venir verser et fermer l'accès à d'autres camions. Donc c'est important d'avoir les pointeurs. Il faut aussi un responsable d'exploitation en temps plein, c'est-à-dire que c'est un personnel en temps plein qui va pouvoir voir, c'est-à-dire que le responsable d'exploitation, il oriente et il planifie, c'est-à-dire que comment on fait les couches de déchets, il planifie, par exemple, les couvertures partielles de déchets, il planifie toutes les autres activités liées à l'exploitation de ce site. Vous avez besoin aussi d'un responsable de pesée, surtout si par exemple, votre décharge a un pont bascule. Jamais on recommande que pour une décharge cette taille-ci, on met un pont bascule pour pouvoir surveiller la quantité de déchets qu'on reçoit. Ensuite, vous avez un environnementaliste. C'est très important. Parce que c'est l'environnementaliste qui va surveiller, qui va contrôler et donner les orientations
pour que l'exploitation se passe dans les meilleures pratiques possibles. Et enfin, vous avez un mécanicien et des conducteurs d'engins, un ou deux, et des chauffeurs. Le mécanicien, c'est très important parce que sur un site comme ça, vous avez les engins d'exploitation. Et les engins d'exploitation, il faut pouvoir les entretenir. Donc il faut le faire. Et comme matériel d'exploitation minimum, vous avez besoin d'une pelle chargeuse, vous avez besoin de 2 bennes d'entreprise, d'un bulldozer, d'une voiture tout-terrain, d'une pelle excavatrice. Je vais insister sur la pelle excavatrice. À quoi ça sert? La pelle excavatrice vous permet d'aménager de nouveaux casiers. C'est-à-dire qu'en principe, dans le système d'exploitation, si on sait que le casier actuel doit se remplir dans 6 mois, là on planifie l'aménagement du nouveau casier. Parce que c'est des travaux quand même aussi assez lourds, en termes de terrassement, en termes de machin. Donc ce qui fait que la pelle excavatrice, on n'a pas besoin peut-être d'avoir la pelle excavatrice, on n'a pas besoin qu'elle soit permanente. Donc, vous pouvez faire appel à une pelle excavatrice au moment où vous creusez, au moment où vous avez besoin de faire vos nouveaux casiers. Bon, on peut aussi avoir des pompes. Parce qu'il faut savoir que, en fonction de la topographie de votre site, il faut savoir que quand vous ouvrez le casier, il va pleuvoir dessus. D'accord? Et la pluie sur les déchets va générer ce que j'ai appelé le lixivia. D'accord? Et ce lixivia a besoin d'être extrait. Parce que si vous ne le faites pas, ça dit que votre casier va devenir comme une piscine. Et ce n'est pas bon. Donc ce qui fait que dans l'aménagement des casiers, on le fait de manière à ce que les eaux qui tombent, on les recueille à un endroit. Donc maintenant, si c'est possible, on va les rejeter de manière, on va dire, généralement, ça dit qu'on peut les rejeter dans les trucs si vous avez la pente. Mais si vous n'avez pas de pente, alors on va mettre des pommes pour pouvoir les extraire à chaque fois qu'il y a une bonne concentration. Et donc, il y a, pour les lixivia également, il faut un réseau de collègues lixivia. Il y a un réseau de collègues de lixivia. C'est qu'en fait, tous les eaux qu'on va collecter, que ce soit de manière gravitaire, que ce soit par pompage, effectivement, il faut mettre un réseau de tuyauterie pour pouvoir les évacuer à un endroit qu'on va les traiter. Donc, sur les sites comme ça, on a une station de traitement de lixivia. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas bien pour l'environnement. Ce qu'il faut aussi faire, c'est que votre site également doit être connecté à un réseau électrique. Si vous êtes très loin du réseau électrique, alors il faut mettre les groupes électrogènes. Il y a une pompe, c'est-à-dire qu'il faut alimenter les pompes. Il faut alimenter ce qu'on peut appeler la base de vie de votre. C'est-à-dire que là où le doit rester. Donc, si c'est possible, vous faites l'extension du réseau. Si ce n'est pas possible, vous équipez avec un groupe électrogène. Bon, le pont bascule, généralement on recommande fortement que pour cette capacité-là, il faut un pont bascule. Là, vous avez quelques exemples. Ça, c'est un comparteur, on appelle ça les comparteurs à pied de mouton. Donc, vous avez le pied en mouton. Donc, ce système de sortie. Et ça permet que cet engin peut circuler sur les déchets. Parce que si vous avez un compacteur à rouleau, ça ne circulera pas. Bon, très souvent,
Dans certains cas, on peut utiliser le bulldozer. Mais le bulldozer aussi est limité. D'accord? Mais l'enjeu le plus indiqué, c'est celui-ci. Ce compacteur à pied de mouton qui peut avoir, lui, il a une capacité de compactage assez élevée. Donc, avec ça, sur une décharge, par exemple, les déchets après mis dans la décharge, il peut avoir des densités jusqu'à 1, voire même plus. C'est-à-dire quand vous avez un engin comme celui-ci. Et comme si vous compactez, ça veut dire que vous gagnez en volume. D'accord? Bon, il y a les pelles chargeuses. La pelle chargeuse, très souvent, ce n'est pas pour aller traiter les déchets sur le casier. La pelle chargeuse vous sert à prélever les matériaux de couverture. D'accord? La terre que vous devez utiliser pour couvrir sur le casier, c'est pour ça que vous avez besoin d'une pelle chargeuse. Vous avez besoin aussi des camions, des bennes d'entreprise pour vous aider un peu dans les tâches également de couverture. Donc maintenant, nous avons les grandes décharges. Je ne veux pas beaucoup insister sur les grandes décharges parce que ici vous n'avez pas... les gens de Douala sont aussi là. Donc je veux quand même parler. Donc pour les grandes décharges, ça dit que c'est le nombre de personnel qu'il faut augmenter, normalement en termes de gardiens. Donc c'est au moins 9 gardiens. Parce qu'en fait, les grandes décharges, sont des sites beaucoup plus grands. La décharge de Yaoundé, par exemple, fait à peu près 35 hectares. Donc, ici à Douala, c'est autour de 26 hectares. Donc, ce qui fait que, quand vous avez la nouvelle décharge de Douala, c'est sur 50 hectares aussi. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des décharges comme ça, donc il faut avoir beaucoup de gardiens pour pouvoir surveiller à tous les coins et les recoins du site. Donc il y a les responsables de peser au niveau de pont bascule. Il y a également un directeur là, par contre il faut avoir un directeur d'exploitation, ce n'est pas un responsable. Il faut avoir un responsable de suivi, il faut avoir des techniciens de suivi, il faut avoir des pointeurs, il faut avoir des mécaniciens, des chauffeurs, des conducteurs d'engins, des électriciens même, des gardiens, et ainsi de suite. En termes de matériel, il faut des installations de traitement à l'exivia, il faut également des pompes bascules. Généralement, on recommande sur les grosses décharges d'avoir au moins 2 pompes bascules pour que les camions ne se... Là, que la liste, les attentes ne soient pas élevées. Parce que quand vous allez dans les grosses décharges comme ici à Douala, à des heures de pointe, vous pouvez avoir 10 camions qui arrivent à la fois. Donc ce qui fait que on peut avoir même 2 pompes bascules pour pouvoir... Bon, dans certaines décharges, à Douala et à Yaoundé par exemple, ils ont les soutes. Ils ont les soutes directement sur la décharge. Parce que comme ils ont beaucoup d'engins pour carburer, ils ne doivent pas aller en ville avant de chercher le carburant. Alors, quels sont les flux que nous pouvons avoir sur une décharge? Sur une décharge, nous avons les flux entrés et les flux sortants. Parmi les flux entrants, nous avons... Attention. Les flux entrants, nous avons d'abord les déchets, puisque la décharge, c'est pour recevoir les déchets. Mais nous avons également la pluviométrie, d'accord, que vous ne pouvez pas empêcher, qui va entrer. Dans l'eau, sur une décharge vient des déchets et de la pluie. Et en termes de flux sortants, nous avons le biogaz, puisque le mode d'exploitation que je vous ai expliqué là fait que la dégradation de déchets se fait dans les conditions anaérobies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc ce qui fait que le biogaz se produit naturellement sur le site. Donc il faut pouvoir les gérer. Il y a surtout l'excivient pour la partie liquide aussi qu'il faut pouvoir gérer. Donc en principe,
Quand on veut aménager une décharge ou bien exploiter une décharge, on doit savoir comment on gère les flux entrants, comment on gère les flux sortants. Les flux entrants pour l'eau, la pluie. Donc vous avez la pluie qui tombe directement sur votre casier. Celui-là, on le gère plutôt en bas, c'est-à-dire qu'à travers l'exivia. Mais par contre, il faut éviter que les eaux de ruissellement viennent dans votre casier. Donc on doit faire des canaux autour du casier pour empêcher que l'eau de ruissellement puisse y entrer dedans. Parce que si ça entre, ça augmente la quantité de l'exivia qu'il faut gérer après. Et ce n'est pas très important. Bon. Ensuite, maintenant, pour les sortants, le biogaz. Alors, le biogaz, au Cameroun, par exemple, on n'impose pas que le biogaz soit collecté sur une décharge. Mais il faut savoir que dans les autres pays, dans certains pays, surtout les pays européens et américains, le biogaz sur une décharge doit être collecté. D'accord? Il y a des techniques pour pouvoir collecter le biogaz. C'est-à-dire que c'est des réseaux de tuyaux. C'est-à-dire que c'est des réseaux de tuyaux perforés qu'on va entreposer dans les déchets, de manière à ce que ces biogaz, quand il va se produire, on a un central d'aspiration qui permet de les soutirer. D'accord? Si vous allez sur la décharge de Douala ou de Yaoundé, effectivement, vous allez voir qu'il y a des centrales comme ça qui existent, qui soutirent une partie du biogaz qui est produit. Sachant que le biogaz qui est soutiré des décharges, on peut, dans certaines décharges, on utilise ça pour produire l'électricité. D'accord? On peut produire l'électricité, ce qui fait que les besoins électriques, par exemple, de votre décharge, est directement géré à partir du biogaz que vous collectez sur le site. Bon, le Lixivia, maintenant, on doit mettre en place des unités de traitement. En principe, le Lixivia, qu'est-ce qu'il a? Le Lixivia, c'est comme des eaux usées, mais qui contient beaucoup de pollution organique, puisqu'à l'intérieur, il y a beaucoup de la DCO, la DBO5, il y en a beaucoup, mais qui peut également avoir les pollutions chimiques liées aux métaux lourds. Donc, généralement, sur la décharge, on va mettre des stations d'épuration pour pouvoir traiter ce lixivial. Et maintenant, cette station d'épuration, on va faire de la qualité de lixivial que nous avons. Donc, si le lixivial ne contient que la matière organique, alors on peut faire des stations, même par lagunage, et ainsi de suite, pour pouvoir les gérer. Mais si on constate qu'il y a des métaux qu'il faut éliminer, alors on peut également pouvoir traiter les métaux qui sont dans cette eau-là avant de les rejeter dans la nature. Donc ici, vous avez quelques exemples. Hein. Donc ici, l'image que vous avez ici, là, c'est un puits de captage de biogaz. D'accord? Donc, si ce puits, on le met en place, très souvent, on recommande qu'on le met en place pendant qu'on entrepose les déchets. Dans certains sites, on le met après, mais ce n'est pas recommandé. On recommande qu'on le met en place pendant qu'on collecte les déchets. Donc, ce qui fait que, ici, à l'extérieur, là, vous avez les buses crépinées. Ensuite, à l'intérieur, maintenant, vous avez des tuyaux crépinés. D'accord? Qui va descendre jusqu'au fond du casier et à la surface. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que les puits verticaux n'arrivent pas à capter plus de ces 40% de biogaz sur une décharge. Donc, ce qui fait que, progressivement maintenant, on ajoute des dispositifs horizontaux également pour pouvoir augmenter la quantité, la capacité de captage. Donc, ici, par exemple, vous avez, c'est-à-dire qu'une tête de puits de captage, vous avez le réseau de collecte, et là, vous avez une centrale d'aspiration. D'accord? C'est dans cette centrale d'aspiration, ici, vous avez un brûleur. Donc, normalement, pour une décharge, quand on a cette installation, comme le brûleur se
produit de manière continue. Parce qu'il faut savoir que quand on met les déchets en décharge, ce déchet peut produire du biogaz pendant une durée de 15 à 20 ans. D'accord? Ça dit avant d'être épuisé. Donc, ce qui veut dire que quand vous mettez ces installations, ça brûle de manière constante. Ici, vous avez quelques images. Ça, par exemple, c'est à Yaoundé. C'est-à-dire que c'est les dispositifs qu'ils ont mis en place à Yaoundé, par exemple, pour évacuer les lixiviats des casiers en exploitation, parce qu'ils n'avaient pas mis ça en place avant. Mais généralement, ce qu'on recommande, c'est que pendant la construction, la phase construction, tout le dispositif doit être mis en place. Ce n'est pas après qu'on cherche à rattraper. Parce que même quand ils cherchent à rattraper comme ça, ils n'arrivent pas à collecter beaucoup de lixiviats qui sont sur leur casier. Donc ici, c'était un dispositif de traitement de lixiviats à Yaoundé qu'ils ont quand même mis. Vous avez ici, ça c'est au Maroc, un dispositif de traitement de lixiviats également, qui est un bassin où, comme là-bas il fait très chaud, donc le lixiviat est directement évaporé. Donc on le met dans ce bassin d'évaporation pour que ça puisse aller directement dans le truc. Donc là, ici, vous avez sur le même site, c'est-à-dire qu'un réseau de collecte de lixiviats qui sort d'un casier qui est par ici.